Bonjour, voici le résumé du cours 2 qui porte sur HTML et CSS, toujours dans le module de base de données et de programmation web, module donné à l'Université de Bordeaux en licence 1. Alors un petit rappel, nous sommes ici avec un navigateur web qu'on appelle le front, qui va envoyer une requête au back pour obtenir une ressource. Le back va lui donner cette ressource et nous considérons ici les ressources HTML, les pages HTML, qui sont données ici sous forme de texte. Et le but du navigateur, c'est d'afficher cette page HTML. Pour ce faire, il va d'abord transformer la page HTML en un arbre. L'arbre, on l'appelle le DOM. Et ensuite, il va dessiner, c'est le painting, cet arbre sous forme d'une image. C'est ce que vous voyez dans votre navigateur. Alors, on va essentiellement s'intéresser au painting dans ce cours, c'est-à-dire comment fait-on pour traduire ce DOM en une image. Nous avons expliqué dans le cours dernier comment était construit ce DOM. Alors, il y a très peu de principes de base. Le premier principe de base, c'est de considérer que tous les nœuds du DOM, là nous avons le DOM, tous les nœuds du DOM seront représentés par des boîtes. On va retrouver ces boîtes dans l'image qui est là. Alors, notamment le premier nœud ici, et ben, ça va être la grande boîte, tac, qui correspond à l'image que vous voyez dans votre navigateur. Ensuite, lorsqu'il y a des relations entre les nœuds, ça nous permet de comprendre comment les boîtes sont positionnées les unes par rapport aux autres. Lorsque nous avons une relation de père et de fils, voilà, notamment vous voyez ici ce nœud et le fils de ce nœud, alors la boîte du père contient la boîte du fils. A l'inverse, lorsque nous avons une relation de frères, ici nous avons des frères, alors la façon dont sont positionnées les boîtes, la boîte qui correspond ici à ce nœud et la boîte qui correspond à ce nœud, dépend de la nature des balises HTML. Nous avons trois types de balises. D'abord les balises blocs. Les balises blocs, que je présenterai juste après, eh bien, lorsqu'on va les peindre, les afficher, on positionne les blocs les uns au-dessus des autres, du haut vers le bas. Donc là, notamment, nous avons un premier bloc, je l'expliquerai plus tard, c'est la balise H1, qui est située ici, c'est ce nœud-là. Là, on a le frère, c'est une deuxième balise qui est située au-dessous. A l'inverse, lorsqu'on a des balises inline, alors là, les boîtes représentant ces balises, on est toujours dans une relation de frères, sont positionnées dans un flux, de la gauche vers la droite, avec un retour à la ligne si c'est nécessaire, si la ligne n'est pas suffisamment grande pour afficher toutes les balises. Alors c'est le cas ici, vous voyez, j'avais divisé ce premier texte et ensuite ce deuxième texte. Donc c'est positionné de la gauche vers la droite dans un flux. Nous avons enfin les balises inline block. C'est comme les balises inline, sauf qu'en plus, on peut modifier la largeur des boîtes. Alors, quelles sont ces balises? Commençons par les balises blocs. Voici la liste des balises blocs, enfin la liste, un sous-ensemble des balises blocs. Alors, on peut repérer les balises de titre, H1, H2, H3, etc. jusqu'à H6. On peut repérer les listes, OL, LI, UL et d'autres balises encore. Une balise va porter notre attention, c'est la balise div. Pourquoi on s'intéresse à cette balise? Parce que cette balise est relativement neutre, c'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment la voir quand on l'affiche sous forme d'image dans le navigateur. Néanmoins, ça nous permet de définir un bloc. Là, quand je fais div, tac, je vais mettre des choses à l'intérieur, j'arrête ma div. Et ce bloc, je sais que si jamais il a un frère, donc si jamais j'ai autre chose ici, eh bien, ce bloc, cette boîte et la boîte qui sont ici seront positionnées les unes au-dessus des autres. Regardons maintenant les balises inline. Donc on reconnaît le A, on va retrouver des balises relativement basées pour le texte, EM, I pour italique, etc., etc. Là encore, nous avons une balise neutre. La balise neutre, c'est la balise span. Donc c'est un peu l'équivalent du div. Celle-ci nous permet de dire que voilà, si on veut afficher un bloc qui sera suivi par un autre bloc, on peut en HTML faire en sorte que là, ici, on va mettre un span. En mettant ça, si je mets quelque chose à l'intérieur, ça va se retrouver ici. Je sais que si jamais j'ai un frère sur cette balise, il sera situé dans un bloc à côté. Alors pour les balises inline block, c'est un peu plus compliqué. On sait à peu près de source sûre que le bloc image qui permet d'afficher l'image est une inline block. Pour le reste, j'avoue que c'est un peu compliqué de trouver et il faut regarder plutôt sur le navigateur. C'est pas vraiment standard. Les boutons seraient considérés comme des balises inline block. Voilà, on a ces principes. Maintenant qu'on a ces principes, on peut essayer de comprendre comment est fait le painting. Alors là, j'ai la représentation du DOM qui correspond à la page HTML que j'affiche sur la gauche.
Pour être plus précis, le premier nœud, ce nœud-là, c'est ma balise body. Après, j'ai mon H1 qui est là. Ensuite, j'ai mon div qui est là. Et là, vous voyez, j'ai un span qui est là. Et enfin, le A qui est là. Alors, je vous masque les balises textuelles parce qu'en fait, ici, il y a un autre nœud, c'est le hello. Et là, il y a d'autres nœuds qui correspondent aux textes qui sont ici, get some help et click. Je vais me concentrer sur ces balises H1, div, span A. Ce que je sais, c'est que j'ai le body. Alors le body, c'est hop, c'est tout mon carré. Ensuite, j'ai deux frères, H1 ici et div. Donc j'ai deux frères, mais ces frères, je le sais, ce sont des balises blocs. Donc je peux considérer que j'ai deux blocs. Le premier bloc sera pour H1 et un deuxième bloc situé en dessous. Je vais le faire comme ça pour cette fameuse balise div. Je peux écrire mon texte dans H1, hello. Et maintenant dans div, j'ai de nouvelles balises, span et A. Là par contre, je suis dans des balises inline. Donc j'ai une première balise qui correspond ici à ma span et une deuxième balise qui correspond à mon lien hypertexte, le A. Et donc je peux écrire enfin mon texte, get some help. Excusez-moi, là je viens à la ligne, mais c'est parce que j'ai pas assez de place dans mon carré. Et enfin clic. Et vous voyez que j'ai exactement la bonne représentation et c'est comme ça que mon navigateur a affiché l'image. Alors, comme vous le voyez, il y a aussi d'autres éléments de style, notamment le texte qui est ici est un peu plus grand, un peu plus gras. Le lien hypertexte ici est souligné avec une couleur bleue. Donc, au-delà de ces balises de positionnement, nous avons aussi plein de propriétés de style. Ces fameuses propriétés de style. Alors, avant tout, il faut bien signaler que cette propriété display, le fait d'être block inline, inline block, c'est aussi une propriété de style. Mais il y en a plein d'autres. On peut travailler sur la largeur de la boîte, la hauteur de la boîte, le padding, le margin, les couleurs, le fond de la boîte, la couleur du fond, les fontes, les white space, etc., etc., etc. Il y a plein de propriétés de style qui vont vous permettre de modifier l'apparence de la page telle qu'elle sera affichée par votre navigateur. Vous pouvez modifier, préciser ces propriétés de style. Pour ce faire, il va falloir définir ce que l'on appelle une feuille de style, c'est-à-dire c'est un fichier CSS. Je vais pouvoir l'appeler par exemple mon style.css. Pour que ce style soit appliqué à une page HTML, il faudra le lier votre fichier à la page HTML. Cela se fait par une balise link dans l'entête de la page HTML. Donc on mettra ici dans le href le chemin de la feuille de style. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette feuille de style? On va retrouver ce qu'on appelle des règles CSS. Qu'est-ce qu'une règle CSS? Une règle CSS, j'en ai affiché une ici, enfin c'est plutôt une description, c'est constitué de ce qu'on appelle un sélecteur. Je vais expliquer ce que c'est que le sélecteur. Et ensuite, pour un sélecteur donné, on ouvre une accolade, on ferme une accolade, et on va lister un ensemble de propriétés avec des valeurs. Je donne un exemple beaucoup plus concret ici. J'ai une règle CSS. Dans un fichier, je peux avoir plusieurs règles CSS. Cette règle CSS a un sélecteur qui est nav, ça c'est son sélecteur. Et ensuite, je précise deux propriétés. La première propriété qui est le display qui devient bloc, et ensuite le fond de la marge là qui est de 50 pixels. Ce qui me permet de modifier le comportement par défaut de certaines balises et de préciser certaines autres valeurs, ici notamment la taille de la marge. Alors revenons sur ces sélecteurs. Qu'est-ce qu'un sélecteur dans une règle CSS? Un sélecteur va vous permettre d'identifier un sous-ensemble des nœuds du DOM. Vous n'avez qu'à vous représenter encore une fois votre DOM. Et le sélecteur, c'est un petit peu comme une requête qui va savoir quels sont les nœuds de ce DOM qui correspondent à ce sélecteur. Une fois qu'on a identifié ces nœuds, alors les propriétés de style qui étaient définies dans ce sélecteur seront affectées aux nœuds sélectionnés. Alors allons un peu plus dans le détail dans le sélecteur. En fait, il y a quatre principaux sélecteurs. On peut sélectionner, puisque le but est vraiment de sélectionner. On peut sélectionner des nœuds du DOM soit par rapport à leur balise. Ici, par exemple, si je dis H1, ça veut dire que la règle que je suis en train de définir s'applique sur toutes les balises de mon DOM H1.
on peut utiliser un autre sélecteur, c'est l'ID. Donc là, c'est un peu particulier, il va falloir mettre une propriété ID dans le HTML. Donc imaginons par exemple, je fais un A, qui est un lien. D'habitude, j'ai mon href, qui est la cible, etc., etc. Et là, je vais mettre une nouvelle propriété qu'on appelle ID. Et je vais l'appeler par exemple, toc toc, logo. Donc ce nœud dispose d'un ID, je peux utiliser cet ID dans un sélecteur, il faut alors que je commence par dièse. Et ainsi, mon sélecteur cible sélectionne que ce nœud, le nœud qui contient cet ID. Et donc les propriétés qui seront associées à ce sélecteur vont s'appliquer à ce nœud. J'ai un troisième sélecteur principal, c'est ce qu'on appelle un sélecteur de classe. Là, c'est un petit peu différent de l'ID. L'idée, c'est qu'on peut associer encore une nouvelle propriété à nos balises. C'est une propriété qu'on appelle la classe. Voilà, tac. Et là, je vais dire que la classe, c'est par exemple small media. Alors, ce qui est intéressant avec la classe, c'est qu'au contraire de l'ID où vous avez un ID unique pour toutes les balises de vos pages HTML, là, vous pouvez avoir plusieurs balises dans votre HTML qui vont avoir la même classe. Donc, ce qui permet d'appliquer des styles sur différentes balises de différentes natures. Donc, lorsqu'on fait un sélecteur de classe, on utilise, ça se voit pas beaucoup, le point qui est là, puis le nom de la classe. Il y a une quatrième façon, c'est directement de donner l'attribut de la balise et de donner sa valeur. Vous avez quatre principaux sélecteurs possibles et vous pouvez les combiner. Alors il y a une algèbre de combinaison qui n'est pas si simple, je vous invite à aller voir la documentation, mais qui permet notamment de dire voilà, ce sélecteur s'applique au H1, enfin ça s'applique aux span qui sont directement des fils de A1. Là ici, ça s'applique aux H1 qui ont une classe small media. Voilà, donc il y a tout plein de combinaisons et je vous invite à aller voir la doc pour comprendre un peu mieux comment définir des sélecteurs un peu plus précis. Alors il y a un point important que je voulais signaler ici, pardon, c'est qu'il est fortement possible, lorsque vous avez un fichier CSS, vous pouvez avoir différentes règles qui vont identifier les mêmes nœuds. Et pourquoi pas? Vous pourrez mettre deux règles dans notre fichier et ces deux règles vont s'appliquer au même nœud. Du coup, elles vont être en conflit si elles donnent des valeurs différentes aux propriétés. Et comment on fait? Quelle règle gagne? Alors là, la résolution de ces conflits est un peu compliquée. En fait, on va affecter à chaque règle un vecteur à 4 dimensions. Donc il y a 4 valeurs dans ce vecteur. La première valeur vaut 1 si la règle est définie directement sur l'élément dans le HTML. Alors ça, c'est déconseillé, je ne l'ai pas présenté. Mais il est possible directement dans le HTML de mettre une propriété style et de définir ici les propriétés de point valeur. Ce n'est pas très conseillé. Si vous faites cela, la règle qui est ici, eh bien pour V1, elle a une valeur qui vaut 1. On verra à quoi servent ces valeurs de suite. Le deuxième élément de notre vecteur, c'est le nombre d'ID, n'importe quoi, le nombre d'ID qu'il y a dans la règle. Vous pouvez avoir des règles qui diraient je suis H1, je suis ID suivi de span suivi de ID machin, donc il y aurait plusieurs ID dans la règle. V3, le nombre de classes, V4, le nombre de balises. Vous avez un vecteur à 4 dimensions et ensuite vous comparez de la gauche vers la droite, vous les classez et le plus grand l'emporte. Si jamais il y a égalité, ce qui peut arriver encore, alors c'est la règle qui est positionnée la plus haute dans le fichier qui gagne. Voilà, je ne vais pas vous donner plus d'éléments sur CSS, il faut se former un petit peu pour comprendre tout cela. Vous avez les éléments de base, et maintenant il faut comprendre l'exercice. L'exercice, c'est de partir d'un schéma. D'un schéma, c'est quelque chose que vous pouvez dessiner chez vous. Moi, j'ai dessiné ça. Voilà le schéma de ma page. J'aimerais que ma page dispose d'un logo centré. Ensuite, on a une barre de menu. Là encore, j'aimerais que ça soit centré. Et enfin, on a par exemple des images. J'ai mis média, mais ça pourrait être des images qui sont affichées là dans un carré au fond. Donc ça, c'est le schéma. Et il faut se poser la question, mais quel arbre, quelle balise et quel CSS? Alors, le travail qu'il y a à faire, c'est d'essayer de se dire, mince, si j'avais à empiler les blocs, comment je ferais? Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est finalement c'est qu'il y a déjà un très grand bloc qui sera le body. Voilà, ça, c'est mon body. C'est le grand bloc tout à fait autour, c'est le body. Ensuite, ce que je peux me dire, donc c'est une façon de faire, il y a différentes façons de faire, ce que je peux me dire, c'est que finalement, je vais avoir trois blocs, les uns au-dessus des autres. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que dans mon DOM, j'aurai le body qui est là, puis le logo, je ne sais pas encore de quoi il sera constitué, ça va être le logo. Puis l'espèce de menu.
et il me faut un troisième nœud qui serait mon espèce de grand bloc là. Je vais m'intéresser au logo. Vous voyez ce logo, ce que je me dis, finalement, il doit avoir une largeur, il doit être centré, etc. Plutôt envie que ça soit un bloc. Lui, ça doit être un bloc. Alors je pourrais me dire, je vais mettre un div, ou je pourrais me dire, je vais mettre une image, mais je sais que par défaut une image c'est inline, donc dans le CSS, je vais changer et je vais faire en sorte que mon image, ça, son display, ça soit bloc. Ensuite, je m'arrange pour que ça soit centré, etc., etc. Alors, je ne vais pas vous détailler tout l'exercice parce que c'est un exercice que je donne à mes étudiants, mais l'idée est là, c'est d'essayer de regarder un schéma, de construire les blocs et de savoir comment les blocs vont se positionner les uns par rapport aux autres. Alors, ce qu'il faut retenir de ce cours, vraiment, on est dans l'exercice de passer de l'arbre, du fameux DOM, à l'image. Il faut comprendre finalement que pour construire cette image, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est on va faire des blocs. Il faut comprendre les relations qu'il y a entre ces blocs. Donc ça dépend de la nature des balises et bien sûr, ça dépend aussi de votre DOM. Savoir si vous êtes frère, si vous êtes parent, etc., etc. Ce qu'on a vu enfin, c'est que pour améliorer encore plus l'image, pour mettre du style, vous pouvez utiliser les propriétés de style et ça dans une feuille de style, donc le fameux CSS. Cette feuille de style, c'est un fichier. Il va falloir la lier avec votre HTML. Pour lier vos règles CSS avec votre DOM, vous devez exploiter les sélecteurs. Il faut vraiment comprendre les sélecteurs. 4 principaux sélecteurs, soit par l'ID, soit par le nom de la balise, soit par la classe, soit par l'attribut. Et ensuite, on peut composer ces sélecteurs. Et donc l'exercice, ça va être de faire des schémas. Vous faites votre schéma, voilà comment je veux voir ma page HTML. Et à partir de votre schéma, vous essayez de deviner des blocs qui permettront de bien structurer ce schéma. Et puis vous allez faire l'arbre et associer à cet arbre votre feuille de style CSS.